Je suis bénévole au centre de la Chapelle, centre des premiers accueils, où arrivent les migrants et où ils sont pris en charge pendant leur premier jour de séjour à Paris. Quel est l'objet de votre présence Alors je suis venu témoigner dans ce colloque pour parler de la réalité. On parle souvent des migrants en général et moi ce que je voulais c'était apporter un témoignage sur des parcours, sur des situations très précises, montrer la diversité de ces personnes qui arrivent ici, montrer la diversité de leurs origines. Donc justement, parlons d'origine, elles viennent d'où? Alors à la Chapelle, on a à peu près 40% qui viennent d'Afghanistan, certains aussi du Pakistan et d'Iran et les pays voisins. Un quart viennent du Soudan du Sud, à peu près 10% de la Corne de l'Afrique, d'Éthiopie, d'Érythrée, de Somalie. Certains d'Irak aussi, de Libye et le reste d'Afrique subsaharienne, en particulier du Tchad ou de Guinée, voilà, et puis du Mali aussi. Vous avez un exemple concret d'un migrant par exemple, comment ça se passe? Alors en fait, ils arrivent à Paris, souvent ils découvrent, ils se rendent au centre de la Chapelle parce que par réseau d'amitié ou de solidarité ou associatif, on les a informés de l'existence de ce centre. Quand ils se présentent, il y a à peu près une quarantaine de places qui se libèrent chaque jour. Et ils rentrent, ils s'inscrivent, on les installe, ils ont des petits dortoirs de 4 personnes et ils peuvent bénéficier d'une visite médicale. Et en fonction du résultat de cette visite, ils peuvent être orientés dans des structures hors du centre, si leur état le nécessite, des consultations de médecine générale ou plus poussées, ou dentaires ou ophtalmo, dans les hôpitaux de la PHP. Et donc moi, mon rôle en tant que bénévole, c'est de les accompagner physiquement, c'est-à-dire de prendre le métro avec eux pour pas qu'ils se perdent dans Paris, d'être avec eux pour les démarches administratives, leur inscription, la constitution de leur dossier à l'hôpital, les échanges avec l'équipe médicale. Comment ça se passe ces échanges? Il y a une barrière quand même de la langue? Alors, c'est pas toujours facile. Il y a à peu près 10% des personnes accueillies qui parlent français. Donc avec elles, évidemment, le problème ne se pose pas. Il y a 30% d'arabophones. Donc moi, je parle un petit peu arabe, donc ça facilite les choses. Et dans les personnels hospitaliers, on trouve des personnes d'origine maghrébine parfois qui ont aussi la capacité à échanger avec elles. C'est plus compliqué avec les personnes qui viennent de la Corne de l'Afrique ou d'Afghanistan. Et dans ce cas-là, il y a un système, les médecins ont un système d'interprétariat par téléphone qui permet d'avoir un échange minimum avec la personne pour connaître ses antécédents, pour savoir si elle a déjà bénéficié de soins, si elle a déjà suivi des traitements et pour savoir éventuellement si elle est déjà passée dans un autre hôpital, par exemple en Allemagne ou en Suède. Et là, je remercie vraiment les médecins qui font ce boulot, parce qu'en général, ils contactent les hôpitaux par lesquels sont passés ces migrants pour pouvoir récupérer les dossiers médicaux, donc bien connaître leur état sanitaire et adapter les soins et les traitements à leur situation et à leurs antécédents. Alors comment ça se passe la vie d'un migrant par exemple? Alors ceux qui sont pris en charge à la Chapelle, souvent avant de pouvoir rentrer au centre et d'être hébergés, ils ont une dizaine de jours d'errance et de vie dehors. Ensuite, éventuellement ils bénéficient de soins. Ils doivent aller s'enregistrer dans un bureau qui dépend de la préfecture, qui est boulevard Ney, pour qu'on prenne leurs empreintes digitales. Ensuite, on les envoie dans un... le centre en liaison d'hébergement qui établit des listes en lien avec les autorités préfectorales pour les orienter vers des centres d'accueil et d'hébergement, des CAO, en région parisienne ou en région en province. Où là ils se poseront de façon plus longue et période pendant laquelle ils auront la possibilité de déposer leur demande d'asile
s'ils ne l'ont pas encore fait. La seule difficulté, Plus long, ça veut dire quoi? plusieurs semaines, sachant que se posera pour un grand nombre d'entre eux le problème de ce qu'on appelle le dublinage, le fait qu'il relève de la Convention de Dublin. La Convention de Dublin, c'est un texte européen qui oblige la personne à demander l'asile dans le premier pays de l'Union européenne dans lequel elle est rentrée. Donc si vous êtes rentré par la Grèce, c'est la Grèce. Si vous êtes rentré par l'Italie, c'est l'Italie. Et donc il y a un fichier européen des empreintes digitales. La personne va boulevard Ney dans l'annexe de la préfecture donner ses empreintes. On va consulter le fichier et si on voit qu'elle est déjà passée en Italie parce que ses empreintes ont été prises en Italie, on va contacter les autorités italiennes et on va leur demander de reprendre cette personne pour qu'elle y fasse sa demande d'asile. Et c'est un gros problème parce que vous voyez des personnes qui ont passé plusieurs mois, des fois une année, à travers l'Europe. Il y en a beaucoup qui passent par l'Angleterre. Non, justement, ils ne sont pas par l'Angleterre parce qu'ils souhaitent y aller, mais l'Angleterre est très peu accessible et c'est pour ça que tout le monde se retrouve à Calais. Et le problème, c'est que toutes ces personnes sont censées repartir en Italie ou en Grèce pour faire leur demande d'asile, et ce qui est pas faisable matériellement pour elles, et ce qui est très compliqué pour ces pays-là, parce qu'ils croulent déjà sous les demandes et qu'ils n'ont pas la capacité administrative. Un pays comme la Grèce qui est déjà en crise économique, on ne peut pas lui demander de mettre des centaines de millions d'euros pour s'occuper des demandeurs d'asile. C'est pour ça qu'il faut qu'on prenne notre part. Alors sur Paris, région parisienne, comment se passe l'intégration? Parce que c'est vrai que c'est bouché. Et là, c'est compliqué. Il faut dispatcher ces personnes là où on trouve de la place, et c'est pas évident parce qu'il faut donc avoir des villes qui disposent d'infrastructures, par exemple un centre de vacances désaffecté, un ancien lycée qui va être converti pour faire de l'hébergement. Mais il ne suffit pas d'héberger les gens, il faut aussi les nourrir, il faut aussi leur donner des cours, il faut aussi les accompagner dans leur démarche administrative, et tout ça c'est pas évident pour les collectivités locales, et ça nécessite aussi de faire appel aux associations du coin pour qu'elles viennent donner un coup de main, mais on n'en dispose pas de bonne volonté partout. Et vous avez aussi parfois des endroits où il y a des résistances de la population qui, souvent de bonne foi, parce qu'elle est mal informée, parce que il y a la peur d'être... c'est compliqué, donc il y a un gros travail à faire pour faciliter l'acceptation de ces personnes exilées et migrantes. Mais il y a des expériences qui montrent que ça se passe très très bien à partir du moment où il y a un lien humain qui est établi. Il y a de l'amitié, il y a de l'empathie, et c'est le meilleur moyen pour aider ces personnes dans leur nouvelle vie en France. Une dernière question, pourquoi cette concentration dans les grandes villes au lieu dans le milieu rural? C'est d'abord parce que c'est là qu'existent les réseaux de solidarité. Vous allez là où vos cousins, vos amis sont déjà passés avant, où vous savez qu'il y aura des infrastructures et puis il y aura un réseau d'associations. Paris, c'est un peu cynique à dire, mais il y a toujours quelque chose à manger dans une poubelle, par exemple. Il y a des métros pour se réchauffer. Il y a une concentration de gens qui fait que sur cette masse de gens, il y aura toujours quelqu'un pour vous donner une petite caisse. Alors que sur les marchés, par exemple. Voilà, parce que on va pouvoir récupérer des invendus de magasins, etc. On va pouvoir aller voir des ONG caritatives qui distribuent des repas. Alors que tout ce réseau de soutien, on ne sait pas qu'on peut le trouver éventuellement dans une ville moyenne de province, alors qu'il y a des gens qui sont prêts à être très solidaires également là-bas, mais par sécurité, parce qu'on n'en sait pas plus, parce qu'on est un peu perdu, parce qu'on ne parle pas la langue. Le réflexe, c'est d'aller à Paris, c'est d'aller à Lille ou à Calais, parce qu'on est près de la Manche et qu'on espère pouvoir passer en Angleterre.
Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et comment ça se fait que ces migrants passent comme ça parce que les patients demandent beaucoup d'argent? Oui. D'où vient tout cet argent? Alors souvent, on s'endette avant de partir. Il y a la famille, éventuellement, si elle est dans le projet, qui se cotise pour apporter une partie de la somme. Il y a le reste de la somme qui peut être aussi remboursé par du travail forcé, qui relève de l'esclavage, notamment en Libye. C'est-à-dire que la personne paye à son départ du Mali ou du Niger ou de la Guinée une partie. Arrivée en Libye, elle va rester pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois à travailler gratuitement pour les passeurs. Pour rembourser cette dette, et ensuite le passeur vous met sur un bateau, lance le bateau sur la mer, lui il reste en Libye bien en sécurité, et votre bateau il dérive, et si vous n'avez pas de chance il coule et vous vous noyez, et si vous avez de la chance vous êtes récupéré par un autre bateau civil ou militaire qui va vous débarquer dans un port, et vous arrivez là avec juste sur vous votre t-shirt, votre short, vos tongs, et vous devez affronter la route de l'Europe avec juste ce que vous avez sur vous. Souvent vous avez même perdu vos papiers, vous n'avez évidemment plus d'argent parce qu'on vous a tout pris avant que vous montiez dans le bateau, et vous arrivez complètement démunis sur le sol européen où vous faites vos premiers pas sans rien, en étant dépendant de la solidarité du pays où vous arrivez. Et un dernier mot, quelle serait pour la solution par rapport à tout ça? Alors, il n'y a pas une solution miracle, mais d'abord qu'il y ait plus de solidarité des collectivités locales à l'extérieur de Paris, parce qu'on est un pays qui a des moyens, il y a des villes qui ont les moyens d'accueillir à leur échelle quelques personnes, quelques dizaines de personnes, parce qu'on n'est pas submergé. Voilà. Et la deuxième chose, c'est de mieux répartir les efforts au niveau européen. Et la troisième chose, c'est d'agir au niveau international dans les pays de départ pour aider les personnes qui protègent les droits de l'homme, pour aider les personnes qui travaillent au développement économique, pour aider, faire en sorte que les personnes n'aient plus à partir de chez elles et qu'elles puissent rester et qu'elles ne soient pas obligées de prendre la route de l'exil.